Donc, je m'appelle Marion Nougier, donc je suis la responsable des partenariats et de la visibilité de l'association Girls in Tech Paris, marraine de Girls in Tech Marseille qui s'est lancée en octobre dernier. Pour vous faire bref, vous le verrez tout à l'heure à l'écran si on arrive à changer la slide, mais Girls in Tech, c'est une association internationale qui est présente dans 42 pays à l'international. Donc on est présent aussi en Europe, à Londres, au Luxembourg, bientôt en Espagne, le mois prochain en Espagne. Et la France est le seul pays en Europe où on a 2 Girls in Tech, donc Marseille et Paris. Et on en est très fiers. Donc notre mission, c'est mettre en valeur des femmes dans les domaines techniques et dans l'entrepreneuriat. Donc on va mettre en avant des femmes qui ont des choses à raconter, comme on le fait aujourd'hui avec notre panel ici. Et toutes nos sessions sont ouvertes à tous. Donc on a en général 50% d'hommes et 50% de femmes. Et c'est surtout pour encourager la mixité dans un environnement plutôt masculin en général. Voilà, donc on a divers événements. Alors si on peut... on n'a pas la télécommande, mais on va peut-être arriver... Je sais pas si... Ah, c'est bon, on est sauvés. Merci. Tu fais défiler ça comme ça. Ah, ok. Tu peux voir les questions qui défilent. D'accord. Si tu veux faire intervenir les gens, tu appuies sur la double flèche pour l'agrandir, elle va faire D'accord. l'écran. Mais sinon, tu fais défiler les slides comme ça. D'accord, super. Très bien, c'est parfait, c'est la bonne slide. Donc je ne vais pas vous faire un topo de tous les événements qu'on a fait l'année dernière et qu'on a envie de faire cette année. On va plus faire un point sur les cours de programmation informatique qu'on a organisés l'année dernière, qui étaient en partenariat avec Microsoft France. Donc on avait 10 semaines de formation qu'Anaïs a d'ailleurs suivi, avec donc 3 sessions où c'était vraiment le kit de survie de l'entrepreneur qui veut monter un projet technique. Donc, quels sont les différents technos à sa disposition, comment fonctionne un projet technique, quels sont les interlocuteurs à aller chercher, etc. etc. On a divers autres formations. Donc, on a fait des partenariats avec le Wagon aussi, on a proposé des cours de programmation l'été dernier. Et en avril, on va lancer des sessions avec PrestaShop sur comment monter son e-commerce avec une partie axée code et développement. Donc voilà pour la présentation de Girls in Tech. Je vais passer à notre panel. Donc aujourd'hui, on est avec Stéphanie Baltus, qui est chef de projet chez Le Bon Coin, donc qui a une particularité, c'est qu'elle travaille sur de la BI, donc la business intelligence et de la data. Anaïs Alson, qui est fondatrice de Growing Pie, qui est une start-up qui met en relation des étudiants qui veulent trouver des stages à l'étranger. C'est bien ça. Et ensuite, on est avec Amira Lacal, qui fait partie des Duchesses France, que certains doivent connaître, et qui travaille comme développeur Java chez Valtech. Donc, on va commencer avec... alors, si j'arrive à tourner... Donc aujourd'hui, on va traiter du code et quels sont les enjeux, les bénéfices et les difficultés à apprendre le code à son quotidien pour monter une entreprise, s'épanouir dans son travail, etc., etc. Et donc du coup, je voulais vous poser la question, la connaissance du code, finalement, quels sont les enjeux d'intégration et de productivité dans votre quotidien? Si tu veux bien nous expliquer, Amira, ton point de vue sur ça. Oui, merci Marion. Alors, je vais me représenter plus en détail. En fait, je suis développeuse Java, donc je travaille sur plusieurs projets autour de la techno Java qui tombent sur la JVM en général. Je suis d'ailleurs assez ravie de voir qu'il y a plusieurs développeurs comme moi ici présents. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent déjà, donc qui sont dans le monde professionnel. Il y en a parmi vous? Ah, super. Donc voilà, pour moi en tout cas, en ce qui concerne l'amélioration de la productivité au quotidien, dans mon monde de professionnel, c'est assez intéressant de travailler avec des personnes qui maîtrisent un peu plus la technique. Donc on sait tous, quand on est développeur, on est des fois incompris par le chef de projet ou le product owner ou autre, donc les gens qui travaillent avec nous au quotidien. Et c'est assez compliqué des fois de justifier un peu des tâches de bas niveau, donc des tâches assez techniques, assez poussées, à pouvoir aussi communiquer des fois sur un certain besoin ou autre. Donc c'est vraiment toujours gratifiant de travailler avec des personnes qui qui comprennent un tout petit peu ce qu'on fait. Donc si c'est un chef de projet par exemple, il pourra avoir des bonnes estimations de ce qu'on va faire.
On pourra lui expliquer ce qu'on cherche à améliorer en tant que sur la qualité du code, la performance, etc. Il va être plus sensibilisé à notre besoin. On pourra mieux échanger. Il pourra vraiment soulever plein de difficultés, de blocages face aux développeurs. Et pour avoir travaillé avec des personnes qui ont ce profil-là, j'ai trouvé que les projets étaient réussis. La communication, ça se passait beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est un bon point. Exactement. Je pense que Stéphanie pourra en dire un peu plus sur le sujet puisqu'elle est chef de projet chez Le Bon Coin. Voilà. Donc si tu as un point de vue à rajouter à en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Amira. C'est beaucoup mieux à mon sens. Moi, je suis chef de projet côté technique. C'est beaucoup mieux de comprendre ce que font ces développeurs. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours universitaire par du contrôle de gestion. Je me suis ensuite tourné vers l'informatique et je me suis spécialisé en informatique décisionnelle. Donc j'ai toujours développé en informatique décisionnelle et même en tant que chef de projet, je mets les mains dedans pour pouvoir anticiper les points de difficulté qu'auront mes développeurs et faire une bien meilleure planification par rapport au projet. Aujourd'hui, on s'oriente vers de la data et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vais apprendre à programmer en Java pour continuer à avoir cette compétence, continuer à pouvoir anticiper sur la charge de travail en fonction d'une tâche en fait. Très bien. Et du coup, je vais te demander aussi ton point de vue, Anaïs, quels sont les enjeux finalement de productivité dans ta start-up où tout doit aller hyper vite, j'imagine. Oui, donc moi j'ai commencé mon projet, donc c'est une plateforme collaborative sur laquelle les étudiants qui sont déjà partis à l'étranger racontent leur témoignage de stage pour aider les étudiants à trouver un stage. J'ai commencé toute seule avec des outils, alors j'ai un peu honte de dire ça ici, mais de drag and drop, où je faisais un peu tout ce que je pouvais parce que j'ai jamais appris, donc ma solution était très bancale au début. J'ai intégré une Google Maps. L'idée c'était de créer mon MVP toute seule pour après trouver l'équipe derrière qui pourrait faire de notre site ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a vraiment fallu quand même que je commence à trouver la solution toute seule pour présenter un premier produit à mes associés d'aujourd'hui et qui voient comment m'aider. Et c'est vrai que depuis que j'ai une équipe technique qui m'entoure, voilà, on va beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et maintenant, notre site ressemble vraiment à quelque chose. Et maintenant, il est beau alors que quand c'est moi qui l'ai fait, c'était moche et ça servait pas de trop... C'était un bon début quand même. Mais c'était un bon début. C'est-à-dire que j'étais à fond dans mes possibilités. Et après, il a fallu que je me rende à l'évidence qu'il fallait que je trouve une équipe technique pour m'entourer pour le projet. Et que du coup, tu te mettes à apprendre à coder. Donc du coup, d'où vient ma question, c'est comment est-ce que vous avez appris à coder ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait à l'école ? Donc je suppose que Amira, c'est le cas. Quelque chose que vous apprenez au quotidien pour améliorer vos compétences au travail ? Ou quelque chose finalement qui arrive un petit peu avec le besoin du moment où là, vous dites il faut que je monte ma boîte, il faut que j'avance, donc il faut des compétences supplémentaires. Du coup, Amira, comment ça s'est passé pour toi ? Alors... C'est vrai que voilà, j'ai appris à l'école, donc c'est pas en ayant mon diplôme d'ingénieur en poche, je me suis dit ça y est, j'apprends plus, c'est bon. Et non, en fait, rien qu'en sortant de l'école, il y avait plein de choses que je connaissais pas. En intégrant le monde professionnel, là, on fait waouh, c'est quoi ces trucs, comment ça marche. Il y avait plein d'outils, de librairies que je connaissais pas avant. On peut pas tout avoir à l'école, hein. Et du coup, j'ai commencé à apprendre petit à petit. Je continue d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire de la veille, à suivre des blogs, à assister aux conférences. Là, il y a les différents user groups, notamment du Chess France. Donc, on organise plusieurs ateliers techniques. Ça permet vraiment de se familiariser avec certains outils, selon nos besoins, bien sûr. Et puis, voilà, la techno, ça évolue de jour en jour. Donc, on ne pourra jamais s'arrêter. Tous les jours, on aura forcément une nouveauté qui va sortir. Il faut continuer à faire cette veille-là. Donc, moi, de mon côté, c'est vrai que je continue beaucoup à faire de la veille, à apprendre tous les jours, à même des fois suivre des formations. Donc, voilà. Donc, c'est de la veille continue. Est-ce que, parce que d'après ce que j'ai compris, on a un public qui est assez expert, est-ce que tu aurais des conseils de conférences à suivre ou des formations en ligne que toi, qui t'inspirent toi au quotidien finalement ? Alors je dirais les ateliers du Chess France. Après, selon les sensibilités des personnes, selon les technos qu'ils utilisent ou les langages, il y a différents user groups. Là, il y a le Java user group, le Scala user group, je sais pas, autour de Python. Enfin, il y en a énormément en fait sur Paris. Paris, c'est la ville où on a vraiment l'occasion de se former
en allant à différents événements. Il y aura bientôt aussi, parce que vu que c'est ma spécialité, donc le langage Java, il y aura Devoxx France bientôt en avril. Donc c'est bien d'y assister. On pourra voir plusieurs nouveautés. Il y aura des ateliers où on pourra travailler, tester, etc. Et puis, faut vraiment, selon, je sais pas, il y en a beaucoup qui font du Java. J'ai pas posé la question d'ailleurs. Il y en a peu. Pour les autres, qu'est-ce que vous faites à peu près? Il y en a qui ont levé la main de ce côté-là, comme langage. Ah d'accord. Scala. Oui, voilà. C++, je sais pas trop s'il y a des communautés autour, parce que ça reste. Oui, voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai bâché les langages là. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai commencé à regarder sur Internet, à suivre quelques personnes autour des technos qui m'intéressent, les outils, etc. Je regardais un peu s'il y avait des groupes meet-up autour de ce sujet-là. Avec les Duchesses, on essaie de se diversifier. Donc, on a plusieurs intervenants et intervenantes sur différentes technos. Donc, ça, c'est mon conseil perso, parce qu'en fait, quand on est dans le secteur professionnel, on n'a pas forcément l'occasion d'aller faire toujours des formations, que ce soit payé par notre entreprise ou par nos propres moyens. Ça coûte assez cher quand même. Donc, vaut mieux vraiment être autodidacte, aller acheter les bons bouquins, aller aux différents événements et essayer de tester soi-même chez soi les solutions et voir ce que ça nous apporte en fait. Ok, très bien. Donc, si vous avez des questions à poser à Amira sur les lieux et les blogs sur lesquels vous pouvez vous renseigner, je pense que vous la trouverez sur Twitter facilement. Amira aime bien tweeter aussi, donc allez-y. Je vais poser aussi la question à Stéphanie, du coup, qui a une autre expérience et un autre rapport à l'école. Finalement, elle n'a pas appris à coder à l'école, Stéphanie. Non, j'ai laissé tomber à l'école parce que je m'étais dit que ça ne me servait à rien de faire du Java parce que je faisais de la BI. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce qu'aujourd'hui, l'évolution de la BI va vers la data avec tout ce qui est big data. Et les traitements distribués, on ne les fait pas avec un ETL, on les fait plus en Java ou en Scala. Du coup, moi, j'apprends aujourd'hui sur Open Classroom et j'ai participé à un hands-on des Duchesses, le hands-on de mardi. Donc pour l'instant, j'essaye de m'auto-former. Je m'appuie beaucoup sur mes devs qui ont un passé de développeur Java avant d'être développeur BI. Et puis de toute façon, beaucoup de veille, beaucoup d'internet et beaucoup de bouquins. Très bien, merci. Donc du coup, on a compris que ce côté-là, c'était plus le côté expert. Donc on va passer plus le côté Girls in Tech avec les cours qu'on a proposés l'année dernière et avec Anaïs. Donc comment est-ce que tu as appris à coder, Anaïs? Alors je ne code pas, déjà je précise. Donc moi j'ai suivi les cours de Girls in Tech pour réussir à comprendre mes développeurs, parce que souvent ils me parlaient, je les regardais et on demandait à quelqu'un de traduire en gros ce qu'on échangeait, et à un moment donné c'est pas possible et c'est à moi de faire l'effort, parce que mon projet, je pense qu'au début j'avais pas bien compris toute la dimension tech qu'il y avait derrière mon projet. Donc moi ma démarche c'était d'aller à Girls in Tech pour au moins comprendre les bases et d'avoir quand même quelques notions clés, et également de rencontrer une communauté d'entrepreneurs qui comme moi se posaient beaucoup de questions et de faire un petit réseau. Donc au-delà du kit de survie de l'entrepreneur et des cours que j'ai pris avec Girls in Tech, j'ai été faire une formation avec le Wagon également sur les landing pages. Voilà, donc ça c'était bien sympa. Après c'est vrai que moi quand j'ai des problèmes, mon ami c'est les moteurs de recherche, je pose ma question et je regarde les réponses qu'il y a derrière, et c'est souvent un peu du patchwork, du copier-coller de bouts de code qui existent un peu à gauche à droite, et moi j'en ai besoin principalement pour mon blog et le mettre à jour, mais sinon également des mocks en ligne et tout ça. Est-ce qu'on a des personnes qui suivent des mocks en ligne ou qui participent à des hackathons régulièrement dans la salle? Non? Oui, ok, merci. Vous faites quoi comme type? Coding game, ok. Ok, tous les mêmes? C'est tous... D'accord, très bien. Bon, voilà, Coursera aussi pareil. Bon, bah, écoutez, merci pour ce retour d'expérience sur comment est-ce que vous arrivez à apprendre finalement à coder. Et on va essayer de vous poser une question. Quel type de difficultés vous rencontrez dans la salle quand vous bloquez sur un nouveau langage, sur des problématiques? Quelle est la réaction finalement que
que vous pouvez avoir et comment est-ce que vous surmontez ça? Je ne sais pas si ça rigolait là-bas, si vous voulez bien faire un petit retour. Il ne faut pas se retourner. Si vous aimez. On va passer le micro, je pense que c'est... Merci. En gros, quand on apprend un langage, particulièrement en C par exemple, on a des erreurs qui s'appellent par exemple les segfaults, c'est qu'on accède à de la mémoire alors qu'on ne peut pas, et du coup on galère un peu à apprendre ça, enfin, surtout quand on est étudiant, là, c'est surtout notre premier problème qu'on a pour faire un bon programme en fait. D'accord, et comment est-ce que tu réagis quand tu tombes sur un bug comme ça ou que tu comprends pas forcément ce qui se passe? Bon, ne me réponds pas, je casse l'ordinateur, tu vois, mais... non, vu qu'on est étudiant, on essaie surtout de discuter entre nous pour voir d'où vient le problème et éventuellement essayer de le corriger. D'accord, c'est plus une collaboration, donc. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, très bien. Et du coup, je vais poser la question, du coup, Amira, là, ils sont plus en collaboration, mais toi, dans ton travail tous les jours, quand tu rencontres des difficultés, est-ce que tu es entouré? Comment ça se passe de ton côté, quoi? Je pense que... Je sais pas ça. Je pense que quand on était étudiant, en fait, voilà, on a des problématiques parce qu'on manque un peu de compétences, d'expérience, de connaissances. Donc, on arrive à bloquer sur des problèmes de mémoire ou autres. Mais dans le monde professionnel, après, on a d'autres problématiques. Actuellement, j'ai des challenges de performance par rapport aux données qu'on doit traiter, etc., différents traitements qu'on fait. Et donc là, ça devient vraiment un échange avec ceux qui ont mis en place l'outil qu'on utilise et nous-mêmes. On arrive à découvrir ce qu'on appelle des features, donc des petites évolutions à mettre en place. Donc on sollicite l'équipe, soit on participe à l'amélioration de l'outil qui est à notre disposition. Des fois, ça nous arrive aussi de choisir un outil et se dire au final, non, ça ne correspond pas à notre besoin fonctionnel, ça nous bloque plus qu'autre chose. Donc là, à ce moment-là, on ne reste pas à notre échec, on essaye d'avancer, donc on opte pour une autre solution et puis on évolue dans notre développement. On apprend tous les jours, donc les difficultés, on les a. Donc ça, c'est réel, c'est concret, on a toujours des difficultés. L'idée, c'est de savoir comment résoudre ces difficultés-là, comment avancer, comment continuer, que ce soit au niveau fonctionnel, parce qu'on peut aussi avoir des difficultés avec la MOA, ou notre chef de projet, ou notre product owner ou autre. Donc il faut toujours essayer de communiquer au maximum, essayer de voir ce qu'il y a comme solution. S'il y a d'autres personnes qui ont rencontré le même problème que nous, donc on cherche un peu sur... Internet, donc le moteur de recherche ou les réseaux autour de nous, donc des personnes qui ont eu des expériences similaires ou des besoins similaires. Et puis voilà, donc il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer et avancer. Très bien, merci Amira pour ton témoignage. Et du coup, je passe le micro à Stéphanie. Est-ce que tu rencontres des difficultés du coup dans ton apprentissage? De quel type et comment est-ce que finalement tu arrives à avancer malgré ça? Alors forcément, on rencontre des difficultés, parce que moi, je travaille essentiellement en SQL ou avec des ETL. Donc il y a des problématiques que je sais régler en 30 secondes avec un ETL. Et quand on me pose la même question et qu'il faut que je résolve ça avec Spark et Java, je vais bloquer pendant une demi-heure. Donc là, j'ai un problème d'orgueil. Mais c'est vrai que je vais essayer de trouver la solution par moi-même plutôt que d'aller demander, parce que je me dis que je retiendrai beaucoup mieux comme ça. Mais c'est une nouvelle façon de réfléchir que je dois adopter. Parce que j'ai travaillé en business intelligence pendant 5 ans, donc là il faut que j'arrive à réfléchir de la nouvelle façon, enfin de réfléchir de manière orientée objet. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il suffit d'apprendre le B à bas du langage et à s'habituer. Donc je pense que c'est avec l'expérience aussi que je vais résoudre ces problèmes-là. Donc c'est vraiment une question d'apprentissage. On apprend une nouvelle langue, c'est une autre façon de fonctionner. Je pense qu'Anaïs, tu as eu un petit peu ce type de confrontation. Moi, ma vie, c'est un peu système D pour tout. C'est-à-dire qu'avant, à chaque fois, la solution, je peux la demander à mes développeurs, mais j'essaye à chaque fois que je bloque d'aller au plus loin pour pas essayer de les embêter toutes les 5 minutes et j'arrive pas à faire ça. Ou vraiment, quand je les sollicite, je leur dis j'ai fait ça, j'ai cherché ci, j'ai vu ça, pour qu'ils voient bien que j'ai cherché. Mais après, c'est pas mon métier, c'est pas ce qu'on attend de moi non plus dans la structure. Mais voilà, je pense que moi, j'aime bien... souvent, il y a la réponse à mes questions quand je cherche sur Google ou autre. Donc, ça va, il faut pas non plus que j'y passe 40 ans sur un problème parce que c'est pas mon métier. Mais essayer de chercher parce que souvent, il y a la solution et quelqu'un s'est posé la même question que moi avant. Oui, donc tout est une question de curiosité finalement. Ouais, je pense.
Ok, très bien. J'aurais peut-être une dernière question. Peut-être on va vous poser la question. Est-ce que vous avez des difficultés qui vous reviennent constamment et est-ce que vous avez des tips finalement à nous donner sur quel type de site on pourrait aller pour trouver des réponses, des forums, etc., etc. Si quelqu'un a oui. Il y a un très bon forum qui s'appelle le Stack Overflow, du coup. Ouais. Et du coup, quand on a un problème, on pose notre réponse, on pose notre question plutôt, et en général, on a une réponse, ou alors il y a déjà quelqu'un qui a eu ce même problème-là, et on a notre réponse. Mais c'est plus des questions, c'est plus un forum, c'est ça? Ouais, c'est un forum, et en gros, si on a une question d'ordre algorithmique ou plus technique, et il y a des réponses surtout en fait dessus. D'accord. Donc est-ce que vous voyez vraiment, parce que j'ai passé la slide, du coup, est-ce que le code vers une vraie démocratisation, est-ce que vous, en tant que développeur, vous voyez ça de votre point de vue comment est-ce que vous le vivez? On va demander aux filles ici présentes, mais n'hésitez pas à intervenir, lever la main pour donner votre point de vue aussi. Je pense que c'est intéressant qu'on arrive à partager autour de ça. Peut-être Amira, si tu veux bien commencer. Oui, voilà. En tant que développeuse, j'encourage les gens à apprendre à développer, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez numérique, donc on sent le besoin de maîtriser les machines qu'on a chez nous, donc que ce soit les tablettes, les PC ou Mac ou autres. Donc c'est un peu un besoin. J'apprécie beaucoup les différents ateliers qu'on a en ce moment orientés pour les enfants, en fait, pour les sensibiliser au Lego, au code, avec des petits jeux, etc., à l'algorithmique en général. Il y a aussi des initiatives pour les adultes qui veulent faire des reconversions ou juste acquérir une compétence en plus. Après, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas en faisant quelques cours qu'on va se dire oui, on est super geek, on est développeur à fond. C'est pas, comme le dirait Katia, c'est pas en cassant un œuf ou en faisant une omelette qu'on se dit qu'on est chef cuisinier. Donc, faut vraiment approfondir et appuyer ses compétences à fond. Donc après, mais c'est toujours bien de rien qu'acquérir certaines notions, avoir les bases, pousser un peu plus les visions qu'on a actuellement et casser aussi le cliché qu'on a du geek. C'est pas la petite personne, les cheveux longs, barbus, dans sa cave, à coder tout seul. Ça a complètement changé, ou presque. Mais voilà, donc c'est vrai que dans mon quotidien, quand je dis aux gens que je suis développeuse, ça les surprend. Parce qu'on a toujours le cliché, une fille qui fait du dev, ou on me confond avec une web designeuse ou autre, alors que non, je fais du bas niveau, je fais du pur code. Et elle n'a pas de lunettes en plus. Voilà. J'ai pas de lunettes, non. Elle a des cheveux longs et je pense qu'elle aime bien les pizzas aussi. J'ai pas de barbe non plus. Donc ça... Oui, les pizzas, oui, j'aime bien. Donc voilà, donc j'encourage vraiment tout le monde à y jeter un coup d'œil, ne pas avoir peur en fait. Pour moi, les langages de programmation, c'est comme apprendre une langue étrangère. C'est la même chose, c'est juste qu'on apprend à discuter avec une machine. Voilà. Merci Amira. Stéphanie, si tu as un dernier mot à dire aussi sur comment est-ce que tu perçois la démocratisation du code et est-ce que tu encourages finalement les gens à apprendre, au moins à s'évangéliser sur le sujet? Alors, effectivement, moi je constate aussi une démocratisation. Je pense que aujourd'hui, avec tous les objets connectés, les gens ont envie d'aller maîtriser un peu ce qu'ils ont. Et la toute petite anecdote que j'ai, c'est qu'il y a 3 jours, il y a un mec de la MOA qui a dit que moi, en formation, je veux faire du Python. Je vais m'arrêter là. Ouais, un mec de la MOA qui veut coder. Donc je pense que ça se démocratise et j'encourage effectivement les gens à coder et à maîtriser ce qu'ils font. Oui, c'est la découverte d'une nouvelle logique et d'une nouvelle façon de communiquer finalement. Je pense que tu le ressens comme ça aussi, Anaïs. Oui, alors je sais pas j'espère que j'aurai pas le mot de la fin. Non, t'auras pas, c'est bon, je finirai. Non, ce matin, je suis intervenue dans un lycée dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et quand je présentais donc mon équipe, qui faisait quoi, c'est vrai que peut-être qu'il y a une démocratisation, mais encore beaucoup de choses à faire parce que les lycéens que j'avais en face de moi ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était coder, donc il a fallu passer par des analogies, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça ne devrait pas être comme une nouvelle langue, comme on apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol dès le collège ou dès le primaire? Je ne sais pas. Mais ça m'aurait bien servi d'avoir des cours
dans mon éducation. Donc pour faire le mot de la fin, justement, en tout cas, moi, de mon point de vue et du point de vue de Girls in Tech, quand on a organisé les cours de coding avec Microsoft, on se disait, mais qui viendra? Qui va venir? Qui sera présent? Est-ce qu'on aura salle vide ou est-ce qu'on aura 10 personnes? Et finalement, dès la mise en ligne des cours, on a eu 90 personnes qui sont inscrites en moins d'un quart d'heure. Donc on s'est dit, il y a vraiment un besoin, une envie de découvrir qu'est-ce que le code finalement. Et je pense que tu pourras en témoigner, mais les gens sont venus au fil des semaines, les gens étaient là, on construit des projets au fur et à mesure de leur participation. Donc c'est vraiment le socle pour construire quelque chose. Ok, il faut de la créativité, il faut avoir envie de créer des projets, mais il faut aussi se donner les moyens de communiquer et de savoir où chercher l'information finalement. Donc nous, c'est vrai qu'on rencontre un vrai enthousiasme par rapport à ce type de formation. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur notre site internet, donc gitparis.com, ou à nous laisser un message sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir des tips sur des formations, que ce soit avec les Duchesses ou que ce soit via notre réseau à nous. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas si on a encore le temps pour quelques questions ou pas. Alors très rapidement. Alors, très rapidement. On va les applaudir et les remercier déjà.